Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je reçois une maestra de l'éloquence. Comment embarquer son auditoire, comment convaincre sans en avoir l'air? Eh bien, la réponse, c'est tout de suite. Vous allez voir que même en politique, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Amélie Blancard. Bonsoir, on n'est pas éloquent, on le devient. C'est un peu votre mantra, pourrait-on dire. Vous enseignez l'art oratoire, à Sciences Po notamment. Vous accompagnez également les dirigeants de grandes entreprises. Et vous nous donnez tous vos secrets pour devenir un crack de la rhétorique. Dans ce livre que vous allez voir, Votre parole vaut de l'or, 25 règles pour convaincre. Et c'est vrai que parler en public, c'est pas inné et ça peut même faire très peur, hein, c'est ce que vous dites. Absolument. C'est ce que vous avez repéré avec les rencontres que vous avez faites et même les grands dirigeants d'entreprise qui ont l'habitude de prendre la parole. Même pour eux, c'est pas si facile. Non, c'est facile pour personne. En fait, on estime même que 75% des gens dans cette planète seraient atteints de glossophobie, c'est-à-dire de peur de parler en public. Donc c'est un mal très courant, mais qui se soigne. C'est ça la bonne nouvelle. Alors justement, pour soigner ce mal, quels conseils vous donnez à ces chefs d'entreprise, par exemple, que vous accompagnez, que vous conseillez? Le premier conseil, c'est de se préparer. C'est le meilleur conseil et c'est le premier conseil fondamental. Oui, vous dites l'éloquence, ça se cultive comme les carottes. Oui, ça se cultive comme les carottes. De Gaulle, par exemple, qui était un grand éloquent, travaillait énormément. Il s'est fait coacher, accompagner par des sociétaires de la Comédie Française. Il a été sans cesse en train de répéter ses discours, au point parfois d'annuler des rendez-vous importants. Il répétait dans sa cuisine et c'est ce que raconte son fils dans ses mémoires. Donc il n'arrêtait pas lui-même de travailler. Il apprenait par cœur, parce qu'il voyait mal et plutôt que de porter des grosses lunettes, il préférait maîtriser le plus possible ce qu'il allait dire aux Français. Donc les plus grands sont ceux qui travaillent. Qui travaille le plus, et c'est souvent de la coquetterie quand on dit qu'on n'a pas du tout travaillé, mais qu'on est juste facile à l'oral, c'est pas le cas. Non, c'est très exact. C'est de la coquetterie, c'est même du mensonge, parce que les meilleurs sont ceux qui s'entraînent et il faut toujours préparer et s'entraîner avant pour être bon. Il n'y a pas d'autre secret. La parole peut tuer. Dites-vous, ça n'a jamais été autant d'actualité. Je pense bien sûr aux différents types de discours qui s'affrontent en ce moment et qu'on voit par médias interposés, notamment Vladimir Poutine, Zelensky, deux choix de communication aux antipodes. Oui, aux antipodes. Vous les avez analysés ? Oui, ils sont effectivement extrêmement différents dans leur manière de parler. L'un, Zelensky, va arriver avec son t-shirt kaki et son uniforme. Il a troqué son ancien costume pour se positionner en chef de guerre. Ça, c'est nouveau. Et effectivement, on a d'un côté l'homme de terrain qui sait se mettre en scène, qui a un côté comédien. C'est d'ailleurs son passé avant d'être président. Et il a un côté à la fois Reagan et un côté Churchill, au point d'ailleurs de reprendre même des formules comme nous ne nous rendrons jamais, qui rappelle « We shall never surrender » du fameux Churchill qui dit à son peuple « On ne se rendra jamais ». L'autre, Poutine, est beaucoup plus froid, impassible, c'est un ancien du KGB. Il a une posture tout à fait différente. Donc déjà, tout les oppose dans la manière de se positionner. Par ailleurs, Zelensky est très fort en communication sur les réseaux sociaux. Ouais. Poutine a un côté beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus froid. Et donc là aussi, il se distingue à tout point de vue. La forme qui est aussi importante en fait que le fond, que ce qu'ils disent finalement. Oui, et la forme détermine le fond. L'un ne va pas sans l'autre. Ce serait une erreur de croire qu'il y a d'un côté le fond et de l'autre la forme. D'ailleurs, Victor Hugo avait cette phrase géniale, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par la forme que vous exprimez un fond. Donc les deux doivent se travailler ensemble et pas séparément. Et qu'on peut valoriser le contenu de son discours. Vous allez regarder le débat de ce soir entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour? Bien sûr, c'est obligatoire. Dans mon métier, c'est obligatoire et puis je pense que ça passionne tout le monde, y compris moi. On a des candidats avec des styles extrêmement différents. Oui, très différents. On ne peut plus différents. Est-ce que vous pensez que certains mériteraient d'être coachés par des professeurs d'art oratoire comme vous? Oui, je pense que tout le monde est coaché. Tous ceux qui y arrivent sont coachés. Et parfois, on est mal coaché aussi, ça arrive. Vous pensez à quelqu'un
particulier? Je pense à Valérie Pécresse, qui, du point de vue strictement oratoire, aurait besoin d'être davantage coachée. On se souvient du discours au Zénith. Oui, on se souvient du discours au Zénith, qui a été une accumulation d'impairs et de faux pas. C'est-à-dire que dès les premières 10 secondes, le ton est donné. C'est-à-dire qu'elle arrive sur scène, elle est malhabile, les gestes sont artificiels, la voix est mal posée, le discours si vous voulez, semble dépassé. Quand elle dit « je sens monter en moi une impatience », ce discours est totalement décalé. Donc tout sonne faux. Vous l'auriez conseillé, vous lui auriez dit quoi? Vous lui auriez dit quoi? Alors, je lui aurais dit 2 choses. D'abord, il faut absolument faire des exercices vidéo. Il faut vous voir. Il n'y a pas d'autre manière de progresser. Et je pense qu'elle ne l'a pas fait. Sinon, je pense qu'elle n'aurait jamais commis autant de fautes. Et deuxièmement, évidemment, il faut des heures de vol. Et il faut énormément d'entraînement. On ne s'improvise pas. On s'entraîne chez soi? On s'entraîne chez soi, on s'entraîne surtout devant, encore une fois, une caméra. On répète le discours un nombre incalculable de fois. Il faut que les mots soient les vôtres, que ça n'ait pas l'air plaqué, artificiel. C'est un très long travail, il faut des heures de vol. Et ça fonctionne bien sûr pour les hommes et les femmes politiques, les dirigeants d'entreprise, mais finalement pour tout à chacun. Oui. Un débat entre amis, une réunion familiale, un meeting évidemment au travail. Vous revenez sur le b.a.-ba. Et alors j'ai retenu quand même 2 conseils, faire toujours plus court et parler toujours moins vite. Oui. Ce n'est pas forcément mon fort. Non, ça, je ne suis pas sûre parce que vous vous exprimez admirablement bien. Mais évidemment, quand on est enthousiaste, on a envie de dire beaucoup de choses. Donc, vous dites que ce n'est pas une bonne solution? C'est pas une bonne solution parce qu'on peut faire court et très éloquent. La preuve, la reine d'Angleterre qui, lorsqu'elle parle à son peuple au moment du Covid, en 4 minutes 30 arrive à nous bluffer et tout le monde parle de ce discours. De même, le fameux discours de Churchill, lorsqu'il entre au Parlement et qu'il est nommé Premier ministre en mai 40, ça tient en 5 minutes. Et il dit cette phrase mémorable: « Je n'ai à vous offrir que du sang, du labeur, de la sueur et des larmes ». Et tout le monde s'en souvient. Donc les discours les plus courts sont souvent les plus mémorables. Donc, ce n'est pas une question de longueur. Ceux dont on se souvient, parce qu'en plus, on en retient seulement 10% de ce qu'on entend. Oui. Donc, c'est la preuve qu'il faut faire court. Et faire court, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut choisir un angle. Une idée. Oui, un bon discours, ce n'est pas 2, 3 idées. Commençons par une idée, c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas être trop ambitieux. Et déjà, tenir son idée, c'est quelque chose. Mais ça veut dire que, c'est le règne du tweet en ce moment. Ça veut dire que finalement, on oublie la nuance, la complexité des propos? Pas forcément, même si l'oral est un exercice simplificateur par définition, puisqu'on doit faire vite et on est dans une société de surinformation. Donc on doit aller à l'essentiel. On doit surtout commencer par la conclusion. Mais ça n'exclut pas la nuance, non, on peut être très nuancé. Et en plus, il faut rajouter par-dessus le marché des silences. Oui. Ça paraît très contre-intuitif aussi, puisqu'on se dit si on a peu de temps et qu'il faut donner une idée phare, autant la développer. Vous vous dites que le silence est très important. Le silence est très important parce qu'il est un outil absolument magistral. C'est votre meilleur allié. Pourquoi? Parce que pour faire entendre des mots, il faut laisser des respirations. Ensuite, ça vous permet d'improviser sans avoir l'air d'hésiter. Ça, c'est l'avantage pour nous quand on parle. Et pour celui qui écoute, mais quel bonheur! Il a le temps de réfléchir, il a le temps de pouvoir poser une question, il a le temps surtout de digérer ce que vous lui dites. Donc le silence est un atout magistral, c'est une force extraordinaire. Ceux qui le maîtrisent sont des as de l'éloquence. Eh bien, voilà un petit silence pour avoir enregistré tout ce que vous nous avez dit. Merci beaucoup, Amélie Blancard. Et vos conseils, bien sûr, ça marche pour tout le monde. Et même les plus timides qui peuvent devenir des orateurs hors pair. C'est ce que vous dites très bien dans votre livre. Votre parole vaut de l'or. 25 règles pour convaincre. C'est chez Plon. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient bien sûr sur le sommet européen qui se tient depuis le château de Versailles aujourd'hui. Les discussions portent évidemment sur les réponses à apporter à la guerre en Ukraine. Je rappelle également que vous pouvez toujours faire vos dons en partenariat avec la Croix-Rouge française et France Télévisions qui se mobilisent en faveur du peuple ukrainien. Les adresses s'affichent sur votre écran. Bonne émission à vous.